On va débuter la session donc, de Symposium Vigon. On va débuter par un topo sur l'intérêt de la simulation dans l'apprentissage de la pose de midline réalisée par Erwan Guillouet, si j'ai pas... Oui, c'est bon. Pas écorché le nom, qui est infirmier anesthésiste, qui est formateur au centre de simulation du CHU de Caen. Donc merci, déjà bon appétit, et puis merci à l'équipe Vigon de m'avoir invité à ce symposium pour parler d'un sujet qui m'est cher, c'est celui de la formation, notamment de la formation par simulation. On a spécifiquement ciblé le midline parce que c'est un partenariat qu'on a avec Vigon sur la formation de ces dispositifs au centre de simulation. Alors, je vais commencer par vous poser une question. Ça va être interactif, on va faire un petit sondage. La première question que je vais vous poser, c'est comment avez-vous appris à poser des midlines, voire même, pourquoi pas, d'autres dispositifs veineux implantables. Alors, l'idée, c'est que vous y mettiez un mot-clé. Hein, ça peut être directement sur le patient, ça peut être en simulation. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir un peu la tendance dans cette salle de comment vous avez appris à faire ce geste technique. Ok, bon, on voit la grande tendance. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête de voter. Donc là, la tendance qui est en train de se dégager, donc c'est par compagnonnage. Effectivement, c'est une façon d'apprentissage qu'on a tous connu, pour que ce soit d'ailleurs n'importe quel geste technique, ce qui rejoint un petit peu d'ailleurs les choses que je vois dans son nuage de mots qui sont sur le tas. Et je vois que, pour le coup, la simulation n'est pas forcément très développée. Alors justement, moi je viens vous parler d'une façon d'apprendre un geste technique, et donc qui est donc la simulation. Alors la simulation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une vraie question. On en a tous une idée un petit peu plus ou moins précise ou floue. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que la simulation, elle est extrêmement développée dans le domaine de tout ce qui est transport et puis dans les forces de sécurité. Dans le domaine du transport, notamment le transport aérien, la simulation, ils en font depuis plus d'une quarantaine d'années, voire une cinquantaine d'années, et il est actuellement inenvisageable pour un pilote de ligne d'apprendre directement à voler sur un avion en transportant des passagers. Heureusement, sinon je ne prendrais pas l'avion. Mais au même titre d'ailleurs que dans un train. Cependant, nous, dans la santé, nous soignants, eh bien, on passe notre temps à apprendre des gestes techniques directement la première fois sur le patient. La simulation dans le domaine de la sécurité nucléaire, c'est la diapositive que vous allez avoir tout en haut à droite, eh bien, elle est extrêmement développée. Ils ont tellement poussé la simulation qu'ils arrivent même à se servir de leur outil simulation pour pouvoir résoudre des situations problèmes qu'ils rencontrent. Et c'est le cas également pour les pilotes de bateau, lorsqu'ils sont en train de faire leur apprentissage, eh bien, ils arrivent, comme vous voyez sur la photo, à faire bien évidemment à moindre échelle, à simuler à moindre échelle, mais en tout cas, ils arrivent à respecter les proportions, poids, enfin en tout cas tonnage sur leur bateau pour réaliser des entrées de port ou des choses techniques extrêmement difficiles qu'ils arrivent à roder via la simulation. Alors pourquoi faire de la simulation ? Eh bien parce que la simulation va vous permettre d'avoir une immersion et une interaction vraiment avec l'environnement dans lequel vous travaillez habituellement. Et tout ça dans quel but ? Eh bien celui de sécuriser les pratiques au maximum. L'avantage de la simulation, c'est que vous allez pouvoir la faire en formation initiale, mais également en formation continue. Et de plus en plus, et on entendra parler de plus en plus de simulation, surtout sur l'évaluation des compétences, à l'instar de ce qui se passe d'ailleurs dans l'aéronautique. Actuellement, les pilotes de ligne donc, sont formés forcément sur simulateur,
mais également ils sont constamment évalués sur simulateur. Les pilotes de ligne en ressources humaines, c'était vrai jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps, ils étaient en nombre plus important que ce qu'ils en avaient besoin vraiment dans la flotte. Pourquoi? Parce qu'ils ont inclus dans leur rythme de travail des sessions de simulation qui leur permettent même de les valider, de les recertifier sur simulateur. Et que si ils échouent, eh ben, c'est pas grave, ils ne vont pas voler, ils vont répéter les séances sur simulateur, ce qui leur permet de sécuriser au maximum les pratiques et de sécuriser au maximum les procédures. Dans la santé, eh bien, on sera amené, on est déjà, maintenant on a une obligation légale de devoir se recertifier. Il n'est pas exclu qu'il faille se recertifier, notamment sur simulateur. Et on va voir quelles sont justement les différentes façons de faire de la simulation en santé. Alors dans la santé, c'est beaucoup plus récent que dans le transport, en tout cas que dans l'aéronautisme, puisque ça fait maintenant, on va dire, une grosse quinzaine d'années que la simulation en santé est développée sur le territoire francophone. C'est beaucoup plus ancien, par contre, aux États-Unis. Alors en fait, il y a eu quand même une ébauche de simulation très importante au XVIIIe siècle avec Madame de Coudray, hein, qui a beaucoup fait sur l'avancée, la formation des sages-femmes dans les manœuvres obstétricales, qui avait, pour rendre palpables les enseignements, créé son simulateur, hein, qui est la poupée de chiffon, donc on l'appelle la machine de Coudray, qui est d'ailleurs visible au musée de Rouen. Et donc, elle entraînait les sages-femmes à pouvoir faire des accouchements et gérer les naissances. Alors la simulation, selon l'HS, c'est quoi? Eh bien, c'est l'utilisation d'un matériel qui peut être un mannequin, un simulateur procédural, et c'est ce qui nous intéressera notamment dans la pause de midline, ou bien l'utilisation de la réalité virtuelle, et également d'un patient standardisé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un patient standardisé? On appelle ça aussi un patient simulé. Au final, c'est un vrai faux patient qui apprend un scénario et qui joue le rôle de patient, et avec lequel il va y avoir un échange avec le professionnel de santé. Donc pourquoi on va utiliser soit le matériel, soit la réalité virtuelle, ou bien le patient standardisé? Eh bien, dans le but de reproduire des situations ou des environnements de soins. Et tout ça pourquoi? Pour enseigner des procédures diagnostiques, thérapeutiques, et puis permettre surtout de répéter le processus. C'est ça qui est important, parce que là, on est dans un symposium sur la pause de midline, et ce qui est important, c'est de voir que la répétition, elle va avoir un réel intérêt, notamment dans la fixation des éléments, la mémoire à long terme. Donc répéter des processus, des situations cliniques ou des prises de décision. Et là, on a un autre volet de la simulation qui rentre en jeu, c'est celui de la mise en action de toute une équipe avec tous les éléments communicationnels sur lesquels on va pouvoir travailler, notamment en simulation immersive, en simulation pleine échelle. Alors au final, le concept de simulation, eh bien, c'est comme apprendre à faire du vélo avec une draisienne. C'est-à-dire qu'on fait comme si. On fait comme si on faisait du vélo. Vous voyez le petit bonhomme, il est en train de réaliser les mouvements comme s'il avait des pédales, sauf qu'il n'en a pas, ce qui lui permet quand même d'acquérir de la proprioception, d'acquérir de l'équilibre, mais tout ça en sécurité, puisque si jamais il perd l'équilibre, il va pouvoir se rattraper avec ses pieds. Et la draisienne, c'est extrêmement important. C'est bien plus facile dans l'apprentissage du vélo que les roulettes, justement pour ces raisons-là, parce qu'on fait comme si, et qu'on autonomise tout un schéma et un programme moteur qui va se créer au fur et à mesure. Donc la simulation en santé, c'est une garantie de sécurité pour le patient et pour l'apprenant, en formation comme en formation initiale. Parce qu'il est du devoir du formateur d'assurer justement la sécurité également émotionnelle des apprenants, parce que quand on fait comme si, on fait réellement, la seule chose qui change, c'est que vous n'avez pas un patient. En face, hein, si je reprends la photo, vous voyez la photo au bloc opératoire, c'est de l'in situ. La seule chose qui n'est pas vraie, c'est le patient. On a ouvert des boîtes,
il y a du enseignement actif sur cette situation-là, et on a toute une équipe qui est en train de travailler autour d'une situation chirurgicale, forcément une situation de crise, hein, c'est un peu le but du jeu, donc on voit l'équipe qui interagit complètement comme si c'était une situation réelle. Et ensuite, on va aller débriefer. L'idée de pouvoir utiliser la simulation dans l'apprentissage, eh bien, c'est de faire un apprentissage dans un contexte authentique. C'est-à-dire que non seulement on va avoir certes une fidélité par rapport au simulateur, mais ce qui va vraiment être important, c'est qu'on va pouvoir contextualiser l'apprentissage et rendre finalement l'apprentissage dans une situation qui sera vraiment au contact de la réalité, comme vous voyez là sur la pose d'un midline avec un faux bras, mais par contre avec un vrai faux patient, un patient standardisé. L'idée de tout ça, eh bien, c'est de favoriser ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel, qui a été largement décrit par Kolb, avec donc c'est cette roue de l'apprentissage qui consiste à faire une mise en pratique, donc une pratique simulée par soi ou les autres, d'ailleurs, parce qu'il est prouvé que les études de Bicêtre, enfin des chercheurs de Bicêtre ont prouvé qu'il y avait autant d'intérêt à pouvoir regarder une simulation qu'à la vivre. En tout cas, on fait une mise en pratique, et puis dans cette mise en pratique, on va avoir une expérimentation. C'est-à-dire qu'on va vivre une expérience concrète. Après cette expérience, et c'est là que les apprentissages se font réellement, il va y avoir donc une période de réflexion, une période réflexive par le biais d'un débriefing qui va justement assurer une réflexion sur ce qui a été fait, sur le geste, sur la qualité du geste, sur les critères d'amélioration. On va raisonner justement ensuite, à la suite de ça, pour savoir comment on pourrait s'améliorer, et puis on va le mettre en pratique. Et ainsi de suite, on va réussir à faire notre roue de l'apprentissage expérientiel. Il y a plusieurs formes de simulation. Vous avez la simulation qu'on appelle encore la haute fidélité, qui utilise des matériels, des mannequins de haute technicité. On parlera plutôt maintenant de simulation pleine échelle ou de simulation immersive. Vous avez la simulation que j'appelle moi de très haute fidélité, puisque là on va pouvoir utiliser la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on va même utiliser des lunettes de réalité augmentée sur des patients simulés par exemple. Et puis les patients simulés en tant que tels, lorsqu'on fait de la consultation d'annonce, l'annonce de mauvaises nouvelles, eh bien elle va permettre de pouvoir interroger des patients, leur annoncer de mauvaises nouvelles et de s'entraîner à le faire et d'avoir des axes d'amélioration. Vous avez la simulation procédurale, c'est ce sur quoi je vais étayer un peu le propos tout à l'heure, puisqu'elle concerne la pose de midline, où là on va s'entraîner sur un mannequin procédural, sur une partie de membres, une partie de corps. C'est des simulateurs qui peuvent être d'ailleurs aussi être de haute technologie, parce que quand on a un simulateur d'échographie cardiaque, on a une vraie image d'échographie cardiaque. On peut faire de la thoracosynthèse et on verra progresser notre aiguille sur le simulateur. Et puis on peut mêler deux techniques, et c'est ce que vous avez vu sur la photo tout à l'heure, lorsqu'on a mêlé la simulation procédurale de pose de midline avec un patient standardisé. L'intérêt de la simulation, on va dire plutôt la simulation immersive, c'est de pouvoir travailler les procédures en équipe. Et qu'est-ce qu'on va travailler en équipe? Eh bien, surtout les éléments communicationnels qui permettent de résoudre des situations de crise. Donc dans l'aéronautique, alors on n'a rien inventé dans la simulation en santé, on a tout copié sur la simulation en aéronautique et sur la gestion de crise en aéronautisme. Eux, ils appelaient ça les Cockpit Resource Management, et nous, on utilise les Crisis Resource Management. Et là, on va travailler sur tout ce qui est élément de facteurs humains en santé, et tout ce qui va pouvoir permettre, aux côtés de la technique, de résoudre des situations de crise, en faisant du leadership, du followership, de la mobilisation des ressources, de l'appel à l'aide. Donc là, je vais vous montrer une vidéo. Et ensuite, je vous poserai une question et on répondra par WooClap. Donc là, on va pouvoir démarrer la vidéo. Et je vais vous demander de bien la regarder et je vous poserai une question ensuite.
Voilà, merci. Donc là, ressondage WooClap avec une question toute simple. Qu'est-ce qui rend cette équipe efficace? Donc là, pareil, hein, on va travailler sur un nuage de mots. Donc dites-moi les mots qui vous viennent à l'esprit de manière tout à fait spontanée. Ok. Donc là, effectivement, ce qui en ressort, qu'est-ce qui la rend efficace? Eh bien, il y a la coordination, il y a certainement l'entraînement, la répétition, l'organisation. Effectivement, là, on est sur une vraie complexité et un vrai défi, c'est-à-dire de changer 4 roues sur une voiture de course en un minimum de temps. Vous avez vu, 2 secondes, c'est très rapide. Là, pour réaliser à faire cette prouesse, pour relever ce défi, il faut plusieurs choses. La première, il va falloir déjà qu'à titre individuel, chaque membre de l'équipe sache qu'il a à faire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'il le fasse. Et qu'il le fasse très bien, puisque c'est un maillon de la chaîne. Et je crois que c'est déjà arrivé d'ailleurs, il y a une voiture de course qui était partie avec un boulon mal serré. Il faut qu'il le fasse bien, puisque c'est des enjeux qui sont considérables derrière. Et donc, comment on va pouvoir, à titre individuel, réaliser le geste qu'on a à faire? Eh bien, vous l'avez dit, en faisant de l'entraînement, en faisant de la répétition et en ayant une vraie maîtrise de son geste technique. Mais à titre individuel, c'est une chose, il va falloir aussi maintenant la coordonner. La coordonner pour que, en même temps, on puisse avoir une efficacité globale de toute cette procédure. La seule manière de pouvoir réussir à se coordonner, eh bien, c'est de réussir il faut communiquer. Vous avez vu d'ailleurs, hein, sur la vidéo, on voit où est le leader. D'ailleurs, il félicite toute son équipe, il fait du renforcement positif. À la fin, il les applaudit. Cette procédure n'est absolument pas réalisable s'il n'y a pas une coordination, s'il n'y a pas de communication entre les différents intervenants. Et tout ça, ça s'apprend en équipe et ça s'apprend vraiment par la simulation. Donc pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, pour réaliser son geste technique, par exemple, je sais pas, moi je suis fasciné, je ne sais pas si vous l'avez vu, par celui qui enlève la roue et la façon dont il se range après. C'est ceux qui ont les flèches, hein, sur les côtés, qui mettaient les flèches pour l'arrêt. Il se range d'une certaine manière, il épouse complètement la roue pour laisser passer la voiture ensuite. Ce geste technique-là, qui est au final, on dirait, c'est un peu banal, et en fait, il nécessite vraiment une imagerie mentale et une répétition. Donc quand on fait un geste technique, eh bien, il faut déjà avoir une réception sensorielle par les voies auditives, sensitives. Par exemple, si vous passez la première vitesse de votre voiture, eh bien, il va falloir, vous le faites, pourquoi? Parce que vous entendez avec le bruit du moteur qu'il va falloir passer la deuxième, par exemple. Et puis vous allez poser la main sur le pommeau. Tout ça, vous allez mettre en marche vos sens, et puis vous allez récupérer des connaissances qui sont mémorisées. L'intérêt pour l'apprentissage d'un geste technique, eh bien, c'est qu'elle soit mémorisée dans la mémoire à long terme. Si elle est mémorisée dans la mémoire de travail, eh bien, on ne va pas se souvenir du geste. Donc comment on va réussir à assurer le stockage des éléments dans la mémoire à long terme? Ça va être le premier challenge. Ensuite, on va faire une représentation mentale de l'action. C'est-à-dire que, tiens, je vais passer, pour passer la première, il va falloir que j'actionne ma main et que je le pousse de la gauche et ensuite vers l'avant. Il va y avoir une commande motrice volontaire qui va être émise par votre cerveau, un envoi du flux nerveux vers les groupes musculaires et puis une rétroinformation qui vous dit que vous avez bien réalisé le geste. L'intérêt de la simulation sur l'apprentissage du geste, eh bien, réside finalement dans ce qu'on va appeler le stockage des éléments dans la mémoire à long terme. Lorsque vous allez apprendre un geste, vous allez d'abord le stocker dans la mémoire de travail, ça s'appelle l'encodage. Et puis une fois que l'encodage va être fait, il va falloir aller le stocker dans la mémoire à long terme pour pouvoir ensuite
assurer une récupération des éléments et vous allez les récupérer comment? Eh bien, en allant puiser dans votre mémoire à long terme. L'apprentissage du geste, il se fait, ça c'est valable chez tout le monde, en 3 étapes. Vous avez la phase cognitive, la phase associative et la phase d'autonomisation. Comment ça se passe? Eh bien, vous allez passer de la phase cognitive à la phase d'autonomisation grâce à le phénomène de répétition. Qu'est-ce que c'est que la phase cognitive? Eh bien, c'est un petit peu, si vous vous rappelez, quand vous étiez jeune apprenant conducteur, eh bien, vous réfléchissiez justement à tous les gestes qu'il fallait faire. Donc, pour passer ma première, il faut que je suis là, le pied sur le frein, j'appuie sur l'embrayage. Ensuite, j'actionne. C'est plus facile avec les voitures automatiques. J'actionne le levier de vitesse et je relâche progressivement l'embrayage et j'appuie sur l'accélérateur. Et donc ça demande énormément de charge cognitive. Lorsqu'on apprend un geste technique, notamment la pose de midline, là encore, on a une charge cognitive très importante parce que il faut faire une dissociation œil-écran, ce qui est un changement complet dans nos pratiques soignantes puisque d'habitude on piquait les yeux directement sur le site qu'on a ponctionné. Il faut également penser et veiller à l'asepsie, il faut penser aux patients, il faut penser à l'étape qu'on fera après. Donc c'est très lourd cette phase cognitive. Et puis, au fur et à mesure qu'on va faire de la répétition, on va passer à la phase associative. Alors, hier, dans le cadre de ma thèse, j'étais dans une UAV en train de justement faire un film. Et à l'issue de ce tournage, une jeune poseuse de midline me disait « Ah oui, mais moi, ce qui me désole, là, c'est que je n'ai pas pu parler au patient parce que j'aimerais bien lui parler, mais j'en suis incapable. » Forcément, elle est dans la phase cognitive, on ne peut pas faire autre chose. Moi, quand j'étais jeune apprenant, par exemple, dans une voiture, je ne mettais pas l'autoradio et ça m'énervait quand quelqu'un parlait dans la voiture à côté de moi. Dans la phase associative, eh bien, on va avoir une plus grande aisance et on va pouvoir commencer à chantonner un petit peu dans la voiture. Et puis après, vous avez la phase d'automatisation ou d'autonomisation, où là, vous arrivez à votre travail, vous rappelez même plus par quel chemin vous êtes passé et combien de feux rouges vous avez fait. Et donc, ça, c'est un processus qui est heureusement, qui est là heureusement, parce que si on était tout le temps dans la phase cognitive, eh bien, on se coucherait de très bonne heure parce qu'on serait extrêmement fatigué. Donc tout ça, ces différentes phases-là, elles sont utilisées par le cerveau, enfin, elles utilisent, des régions différentes dans le cerveau. Mais alors, d'accord, bon, c'est bien gentil, Erwan, tu es en train de nous parler de neurosciences, là, mais bon, la simulation dans tout ça. Justement, la simulation dans tout ça, elle va vous permettre, par le biais de la répétition, mais pas que, elle va vous permettre de consolider tous ces faisceaux neuronaux qui vont vous permettre de réaliser un stockage des informations dans la mémoire à long terme. Pourquoi? Parce que déjà, lorsque vous avez rappelé à la simulation, elle permet un contact avec l'environnement, elle vous replonge dans un contexte authentique. Eh bien, cette implication de l'apprenant, elle va favoriser justement le circuit neuronal de l'information, elle va vous permettre de stocker davantage les informations dans la mémoire à long terme. Ce contexte authentique va vous permettre également de transférer les apprentissages. Parce que c'est une chose d'apprendre sur un simulateur, c'en est une autre de réaliser le geste dans la pratique clinique réelle. Et grâce justement à une confrontation à un contexte authentique, eh bien, on va pouvoir transférer nos apprentissages. La répétition, elle est majeure puisqu'elle va vous permettre de passer d'un stade d'une phase cognitive à une phase d'autonomisation. Et en simulation, on va pouvoir varier les situations. Ce qui va vous permettre également de préparer cette variabilité, va vous permettre de renforcer vos circuits synaptiques et de pouvoir muscler un peu le jeu et de pouvoir, là encore, passer, de roder votre schéma et votre programme moteur. Et puis, on va faire passer également des émotions. Et Dieu sait que les émotions ont un rôle capital dans l'apprentissage.
notamment si ce sont des émotions positives, parce qu'on va sécréter de la dopamine, et la dopamine va être un puissant vecteur et renforcement neuronal majeur, justement, dans le cerveau, et va pouvoir également susciter un réseau neuronal beaucoup plus important dans les différentes sphères de notre cerveau. Et là encore, on sera bien meilleur en termes d'apprentissage et d'impact sur l'apprentissage. Donc la simulation, elle va favoriser un meilleur encodage, un meilleur stockage et enfin un meilleur rappel des informations. Alors comment ça se passe pour la pose de midline? Donc ça c'est un exemple qu'on a développé à NorthSims, le centre de simulation universitaire du CHU de Caen. Va d'abord revoir un peu les fondamentaux d'hygiène, forcément, de législation. Et puis également, on va faire un apprentissage de l'échographie, puisque lorsque on forme des infirmiers anesthésistes, ce qui est complètement différent d'ailleurs dans l'éducation médicale, puisque les internes, depuis leur externat, sont quand même un peu baignés dans l'échographie. Pour les paramédicaux, il en est tout autre. C'est un vrai changement de paradigme, ce que je vous disais tout à l'heure, de devoir aborder un vaisseau en ayant un regard qui est complètement déporté de la zone à ponctionner. Et donc ça, il va falloir déjà se roder par rapport à ça. On va faire des différentes positions de pose pour avoir une variabilité. Donc c'est des choses toutes simples, hein. Il ne suffit pas d'inventer l'eau chaude, mais on va mettre le bras à gauche, on va mettre le bras à droite, on va mettre le bras près du lit ou dans le bras un peu plus éloigné. On va changer les dispositions changer la disposition du bras. Et puis on propose également, puisque c'est l'intérêt aussi de la simulation, c'est de pouvoir s'entraîner à avoir une communication avec un patient simulé. La pose de midline, eh bien, elle se fait avec des patients qui sont vigiles, conscients, et il va falloir aussi remettre un geste technique complètement dans son cadre, dans le cadre du soin, et il est tout à fait adapté de pouvoir réaliser un soin technique en ayant une communication, et autant de faire se peut qu'elle soit une communication tout à fait adaptée par rapport à l'état du patient. Donc on va faire de la communication thérapeutique et on va apprendre aussi également à proposer, à faire poser le midline en ayant une interaction avec un patient simulé dans le cadre de l'éducation thérapeutique, enfin de la communication thérapeutique. Tout ça pour vous dire que l'apprentissage d'un geste technique, il ne consiste pas seulement à utiliser un simulateur et dire tiens, vas-y, poser un simulateur sur la table et dire tiens, vas-y, entraîne-toi à poser le midline dessus. Non, il s'agit d'utiliser certes l'outil simulateur, mais l'incorporer dans ce qu'on appellerait l'outil simulation au sens beaucoup plus large, et surtout de s'en servir pour sa force, parce que c'est une vraie force, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle permet vraiment d'assurer un stockage déjà des informations de la mémoire à long terme, et puis aussi un transfert des apprentissages. La pose du midline donc, est un soin réel avec un intérêt d'apprendre ce geste dans un contexte qui doit être au contact de la réalité, et on doit remettre le patient au cœur du soin en travaillant un geste technique aux côtés de la communication, puisque c'est ce qui rend l'apprentissage dans un soin global, et c'est comme ça aussi qu'on peut apprendre un geste technique. En conclusion, on a quelques images que sont venues tourner l'équipe Vigon au centre de simulation à NorthSims. Alors, nous, on la propose sur 2 jours, cette formation, avec un premier jour qui est plutôt technique. Donc, on l'a dit, échographie, les rappels législatifs, d'hygiène, et puis la pause répétée sur simulateur dans différentes conditions, avec une vraie variabilité. Et un deuxième jour, on va justement introduire tout ce qui est communication thérapeutique et puis de la répétition, là encore, du geste technique en communication thérapeutique avec un patient simulé, ce qui prend vraiment le soin technique dans sa globalité. Et puis on va s'entraîner sur le geste, donc là on est vraiment dans la technique. Et puis ensuite on va habiller les gens. Donc il faut faire toujours un peu la part des choses. On a vous l'avez vu avec le topo précédent, on a vraie responsabilité sur l'impact écologique et économique. Donc on a réfléchi vraiment également l'habillage stérile et quand on l'utilise et pourquoi on l'utilise. En tout cas,
quand on veut se rapprocher d'un contexte le plus authentique possible, il faut assurément pouvoir poser des midlines dans des conditions réelles, donc habillés stérilement. Je suis à votre disposition pour les questions, puis je vous remercie. Au même titre qu'on ne monterait pas dans un avion si c'était la première fois que le pilote finalement décollait. Ça paraît un peu dingue qu'on se mette à poser des midlines. On le voit sur le questionnaire sans avoir forcément eu de formation en amont. Et le dicton « jamais la première fois sur un patient » prend tout son sens. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Donc il y a toujours une première fois sur un patient, mais l'idée c'est de le faire jamais sans... Enfin, la première fois sur le patient en étant passé avant avec un simulateur dans les mains. Non, j'ai pas du tout ces datas-là. Et après, la pédagogie qu'on développe là-dessus, au final, en fait, l'aspect quantitatif dans la pédagogie qu'on utilise, pour nous, n'est pas forcément important, puisque on considère que, au final, peu importe le nombre de fois dont il y a besoin, on assure en tout cas la possibilité aux apprenants d'en faire un certain nombre. Donc ceux qui arrivent facilement, notamment sur les concours repérage et l'éco-guidage, sur des petits fantômes, ceux qui arrivent très facilement, eh bien, tant mieux pour eux. Et puis ceux qui arrivent avec plus de difficultés, eh bien, on leur laisse le loisir de pouvoir s'entraîner. En fait, ce qu'on sait sur la faculté de pouvoir utiliser l'échographie, de piquer avec un regard détourné, elle est vraiment variable, elle est très interindividuelle. Et il y a des études intéressantes qui avaient montré que d'ailleurs, tout dépendait de l'expérience des apprenants par rapport aux jeux vidéo et même la musique. Donc plus les gens étaient habitués à faire des jeux vidéo et de la musique, eh bien, moins ils avaient de mal à pouvoir aborder avec un regard détourné de l'écran du site de ponction. Donc sur la courbe d'apprentissage, j'en ai pas, une chose est sûre, et il n'y a pas de débat là-dessus. L'idée, c'est pas que les gens soient en phase d'autonomisation lorsqu'ils quittent le centre de simulation, ce serait vous mentir de dire qu'ils le sont. Par contre, déplacer le curseur vers la droite, ça, on a une vraie possibilité. Et par le biais de la répétition, eh bien, d'enlever un petit peu de ce stade cognitif vers la phase transitoire, eh bien, c'est une vraie importance, oui. Donc oui, le centre de simulation est ouvert tous les jours. On ne fait pas de l'apprentissage de pose des midlines tous les jours, même si les demandes sont de plus en plus fréquentes. On a des formateurs qui sont dédiés pour la pose de midline, donc j'en ai pas assez, parce que les demandes sont croissantes. Sur le nombre de personnes, eh bien, on les limite. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on a au sein de la Société francophone de simulation en santé. Quel est le meilleur ratio formateur formé? Dans la littérature, on trouve un peu de tout. Ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, nous, ce qu'on s'est dit à NorSim, c'est par rapport aussi à la littérature, on n'ira pas au-delà de 8 apprenants et le bon ratio, c'est entre 6 et 8 pour un formateur. De toute façon, après, il faut le nombre de simulateurs, le nombre d'échographes. Donc, on travaille par contre beaucoup en binôme, parce que c'est important, parce que on a une technique aussi pédagogique qui permet de faire évaluer par ses pairs, et ce qui permet aussi pendant l'évaluation, de refaire un processus, une mentalisation. Donc, c'est un double effet. Donc, on travaille par binôme, et on arrive, en travaillant par binôme, à faire évoluer ensemble 8 personnes pour un formateur. Mais c'est le maximum. S'il vous plaît. Pour l'instant, donc infirmier anesthésiste et médecin. Donc soit des anesthésistes, soit des médecins qui en posent dans leur structure. Vous formez aussi des IDE sur des protocoles de coopération?
Alors là, s'il y a des IDE dans lesquels des centres ont mis des protocoles de coopération en place, oui, bien sûr, on les formera. Après, il y a cette vraie problématique de protocole de coopération qui est un peu limitant. C'est vrai que les places en formation sont un peu chères, donc ceux qui n'ont on se permet malheureusement de sélectionner avec ceux qui n'ont pas de projet derrière de pouvoir mettre en œuvre la pose de midline. J'espère qu'un jour on pourra les accueillir, mais c'est vrai que là on a une vraie problématique de possibilité de former tout le monde, quoi. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non. Plus de questions, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci.